quelquefois prendre la place de la politique, quand la politique, pour des raisons économiques, est bloquée. It's important to be able to write about violence with the same intimacy with which I write about love. We created the kind of community that allowed us écoute, to maintenant on give fait dans la même expression cabine, on to pourra voir. our dignity. Écoute, on verra. Écoute, maintenant on les reste dans la même cabine. Merci, toi aussi. Actually, I'm not a hero. Hello, my name is Mike Downey and I am the chairman of the European Film Academy. I'm also a film producer and also one of the founders of the International Coalition for Filmmakers at Risk. Now, I'm here to introduce Oleg Sentsov, and I'm going to do that very shortly. I'm not going to say a lot about Oleg at the moment because I know he likes to speak for himself, and I know he's extremely shy and doesn't like people talking about him when he's present in the room. So I'll keep that to a minimum. Suffice it to say that the European Film Academy and many other people did campaign for Oleg when he was imprisoned in May 2014, and he was in prison for 5 years, so it was a 5-year-long campaign. What we at the European Film Academy realised as we were campaigning over that 5-year period was what complete amateurs we were. We were sort of making it up as we went along. So we made a pledge to ourselves when Oleg was released that we would try to form some sort of organisation for the future of filmmakers at risk, which would give them some protection, and indeed professionalise these activities that we'd been kind of making up as we went along. So we got together with the International Film Festival of Rotterdam and the Documentary Film Festival at IDFA, and we formed the International Coalition for Filmmakers at Risk. This happened because of Oleg, essentially. The International Coalition for Filmmakers at Risk is a body that advocates for film professionals who've been imprisoned, who face prosecution or censorship for their work and views. Across the world, there are directors, producers, actresses, actors, screenwriters, and other film professionals who are persecuted because of their work, for the content that it is and what it addresses, conveys, or triggers, and for their artistic expression. And we need to address this, and we hopefully have addressed it in the formation of the International Coalition for Filmmakers at Risk. If the personal safety of a film artist is at risk, we need to help them. And we know from our many conversations with film associations, institutions, festivals, and individual filmmakers that support is very often needed, and hopefully this coalition can now provide it. We don't know who the next Oleg Sentsov is or who the next Jafar Panahi will be, but when a repressive regime makes any filmmaker a target of politically motivated threats, we really need to be ready. And you now need to be ready for a masterclass from a rather fine filmmaker. His name's Oleg Sentsov, and I'm looking forward to it, as I'm sure you are. Welcome, Oleg. Eh bien, bonjour. Bonjour Oleg Sentsov. Enchanté d'être en votre compagnie. Bonjour, moi aussi. Très bien. Est-ce qu'on peut vous demander où est-ce que vous vous trouvez actuellement? Je me trouve dans mon appartement à Kiev. Je suis à la maison. Très bien. Eh bien, écoutez, juste avant qu'on commence cette discussion, cette masterclass, je vais peut-être brièvement faire un résumé de votre parcours à l'attention de celles et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Donc, Oleg Sentsov, vous avez aujourd'hui 44 ans. Vous êtes né à Simferopol en 1976, en Crimée, aujourd'hui annexée par la Russie. Vous êtes cinéaste. Vous êtes aussi, on peut dire, activiste et militant
vous l'avez été pour la démocratie en Ukraine. Vous avez été engagé assez rapidement dans le mouvement Euromaïdan dès 2013. Vous avez été ensuite arrêté en mai 2014 sous l'accusation de préparation d'actes terroristes. Le FSB russe vous a également accusé d'être membre de Right Sector, un mouvement nationaliste considéré comme d'extrême droite. Toutes ces allégations, vous les avez niées. Vous avez été emprisonné depuis le 19 mai 2014 à la prison de Lefortovo à Moscou. Malgré vos dénégations, vous êtes resté emprisonné. Malgré le manque de preuves, vous êtes resté emprisonné. Et en 2015, en août, vous avez été condamné finalement à 20 ans de prison par la Russie. S'en est en suivi une mobilisation internationale extrêmement importante de la part des militants pour les droits de l'homme, de nombreuses associations pour les droits de l'homme, mais aussi de la scène internationale des cinéastes. On en a eu un aperçu avant avec Mike Downey, président de l'European Film Academy, qui vous a fortement soutenu, ainsi que d'autres cinéastes, dans cette campagne. Ensuite, vous avez entamé une grève de la faim en 2018, qui a sans doute aussi porté ses fruits, ainsi que toutes les campagnes de mobilisation qui s'en sont suivies. Et vous avez finalement, après 4 ans, ou même 5 ans, pardon, 5 ans de détention, vous avez été libéré en septembre 2019. Voilà. Ensuite, le 26 novembre 2019, vous avez reçu en main propre, cette fois-ci, le prestigieux prix Sakharov au Parlement européen de Strasbourg. Alors moi, j'ai envie de vous poser plusieurs questions parce que votre parcours est absolument remarquable, incroyable. Votre résistance l'a été tout autant. Je dirais qu'en tant que responsable, d'abord en tant que réalisateur, c'est-à-dire en tant que collègue, mais aussi en tant que responsable du département cinéma de la HED, donc une école d'art, et moi je suis responsable du département cinéma, à l'attention des étudiantes et étudiants qui nous écoutent, ainsi que toutes les personnes qui nous écoutent, les questions que j'ai envie de vous poser sont évidemment celles sur le lien entre votre art, votre activité de cinéaste et votre engagement politique, tout à fait remarquable, et même plus que ça, complètement surprenant. La question que j'ai envie de vous poser, c'est, vous avez finalement commencé, enfin vous avez au début commencé à être connu comme cinéaste en 2011 avec votre premier film long métrage, Gamer, qui a été présenté avec succès au Festival international de Rotterdam. Ce film, vous avez trouvé son inspiration dans votre propre vécu, car vous étiez vous-même un joueur de jeux vidéo. Est-ce que vous pouvez d'abord, avant qu'on passe à la suite, nous dire comment est-ce que s'est passé votre passage à ce long métrage? D'abord, j'aimerais remercier tous ceux et tous les militants à travers le monde qui m'ont soutenu dès les premiers jours. Certains me connaissaient personnellement et d'autres me connaissaient par leurs amis. Et grâce à ce soutien, et aussi de toute la communauté cinématographique, je suis très reconnaissant pour ce soutien et qu'on ne m'ait pas laissé tomber. Et c'est grâce à ce soutien que j'ai été libérée, car sinon, je serais encore en prison et si personne n'avait parlé de moi. Donc, j'aimerais vraiment remercier tout le monde parce que c'est très important. Gamer, ce n'est pas un film autobiographique, ce n'est pas une histoire qui me concerne. Moi, j'étais plutôt connu comme manager ou comme joueur. J'avais déjà un certain âge quand j'ai commencé à m'en occuper, donc j'avais un club dont je m'occupais et je connaissais très bien ce monde des joueurs. Et l'idée sous-jacente à ce récit, c'est que vers 30 ans, je me suis rendu compte que je voulais tourner des films et j'ai eu un certain nombre d'idées que j'ai pu injecter dans le scénario et j'ai commencé avec ce Gamer. Je connais très bien ce monde et j'avais des choses à raconter. Et vous avez choisi dans ce film de suivre un jeune joueur qui est sans doute un peu votre double. Est-ce que c'est en votre propre parcours que vous avez trouvé cette inspiration? Le son, je n'ai pas le son. Je suis désolée, je n'ai plus de son. L'interprète n'a plus de son.
L'interprète n'a plus. L'interprète n'a plus de son, on n'entend plus. Я снимаю про самого себя, если бы я был в этих обстоятельствах. Но в Alors, данных обстоятельствах я не был. moi, je n'étais pas tout à fait dans ces circonstances. J'aimerais vous dire, ce joueur, il y avait un joueur russe qui, Al-Kind, son surnom, et il était très connu dans le monde des joueurs. Il a laissé tomber ses études et il était très sérieux dans son approche du jeu et il a gagné des championnats et c'était vraiment... Et bien sûr, ça touchait des millions, mais il y avait très peu de gens à l'époque, donc, mais c'était beaucoup. Il a quand même gagné beaucoup à l'époque et il est arrivé à la maison, il a décidé d'arrêter cette carrière. Et je me suis demandé ce qui serait passé s'il avait obtenu que le deuxième rang au lieu du premier rang. Donc, peut-être que c'était intéressant pour moi de voir, et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire ce film. Et ce film, Gamer, se déroule à Simferopol, donc en Crimée, actuellement annexé par la Russie. C'est là que vous êtes né aussi. C'est un territoire que vous connaissez très bien. Le film s'ancre dans une réalité qui est magistralement démontrée. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce quotidien-là en Ukraine avant les événements de 2013 ? Фильм снимался в Симферополе, частично в Евпатории, это еще один город в Крыму, и частично в Киеве. Donc cette ville était, en fait, je n'aime pas parler de Simferopol parce que c'est une petite ville provinciale en Ukraine. Bon, je montrais la vie dans cette ville très calme et provinciale et en Crimée, il y avait une histoire extrêmement lumineuse. Beaucoup de gens y ont vécu, les Grecs, les Scythes, et y ont vécu ensuite la population tatar, et ensuite il y avait un Khana des Tatarstan, ensuite est venu l'Empire russe, ensuite c'est devenu partie de l'Ukraine, et ensuite, lorsque l'Ukraine est devenue indépendante, ça faisait partie de l'Ukraine. Et la vie était très calme là-bas. Et bien sûr, pendant la guerre de Crimée au XIXe siècle, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de combats parce que le port est très important en Crimée. Mais tout cela, c'était dans le passé. Et la vie était très simple et calme, comme dans une petite ville de province. Et voilà, tout à coup, lorsque Poutine a décidé en quelque sorte, de faire part de ses ambitions et qu'il a envahi la Crimée, et en fait, pour que le peuple ukrainien puisse se séparer de la Russie, ça n'a pas, parce qu'il y a eu la révolution en Ukraine, donc ça ne lui a pas plu, et donc du coup, il a envahi la Crimée. Et bien sûr, c'était des objectifs, des ambitions qu'il avait déjà depuis un moment. Merci beaucoup pour votre réponse. C'est vrai qu'on a l'impression dans Gamer que le quotidien est parfois peut-être un peu ennuyeux pour ces jeunes qui tournent un peu en rond dans leur existence, mais qu'il y a une certaine quand même douceur et je dirais une douceur de vivre qui s'installe. Donc on imagine d'autant plus le fracas qu'a été l'occupation russe en Crimée à cette période. Est-ce que vous pouvez me dire dans quelles conditions pré-annexion russe, c'est-à-dire en 2010-2011, vous êtes capable de préparer ce film? Comment étaient les conditions en termes de budget, de production dans cette Crimée d'avant l'occupation et l'annexion? Je répète, c'était une vie tout à fait ordinaire dans une ville de province ukrainienne.
Ce n'est pas un pays aussi riche que la Suisse, malheureusement, parce qu'en Union soviétique, le développement n'offrait pas beaucoup de perspectives et donc il s'est un petit peu effondré. Beaucoup de républiques, après l'effondrement de l'Union soviétique, n'ont pas pu se développer parce que cet espace post-communiste et post-soviétique était plein de corruption. Et puis, il y avait aussi des groupes criminels et tout le système politique était sous l'influence de la Russie, qui très vite a repris son influence sur tout cet espace post-soviétique. Et nous, on n'a pas réussi à se débarrasser de cette mentalité soviétique. Et l'Ukraine n'a pas réussi non plus. Et donc, on a essayé d'améliorer un peu l'économie grâce à l'Union européenne. Et ensuite, nous étions en quelque sorte un pays postcolonial et la population était assez pauvre et elle reste. Bien sûr, ce n'est pas l'Afrique, mais l'Ukraine reste le pays le plus pauvre d'Europe et est en quelque sorte une unité séparée de l'Union européenne. Donc, nous voulions vivre en Europe et comme en Europe, c'était toujours ce vers quoi nous tendions et nos autorités, les gens qui nous dirigeaient ne nous ont pas permis cela. Et donc, pauvres, c'était un petit peu ennuyeux aussi, parce qu'on n'avait aucune perspective d'avenir. On les voyait avec l'adhésion à l'Union européenne. Et ce n'était pas la Russie, notre avenir. Mais justement, à l'attention, encore une fois, des jeunes cinéastes qui nous écoutent, qui vont être amenés bientôt à faire leur premier long métrage, sans doute, en tout cas leur film hors école, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on fait un film donc, dans un pays, comme vous l'avez décrit, pauvre, le plus pauvre d'Europe, sans moyens de production sans doute et de soutien comme on peut en avoir en Europe de l'Ouest, notamment en Suisse, qui est effectivement un pays riche pour le cinéma par rapport à l'Ukraine, bien évidemment. J'ai lu que vous aviez fait ce film pour un budget de moins de 18 000 euros. Pourtant, c'est un long métrage avec des comédiens. Il y a des dispositifs de fiction. Comment est-ce que vous avez pu faire ça? J'avais un peu d'argent personnel et j'avais vraiment ce désir de filmer cela il y a longtemps. Donc, je n'ai pas étudié dans une école de cinéma. J'ai un caractère un peu difficile. Et j'aime bien être le maître de ma vie et diriger les choses. Et dans une école de cinéma, on me dirigeait moi. Donc, c'est pourquoi j'ai appris ça en autodidacte. J'ai lu tout ce que je pouvais lire sur le thème. J'ai regardé une très grande quantité de films, parfois 5 ou 6 films par jour, sur tout ce qui se passait dans le monde. Et c'est ainsi, j'ai de plus en plus compris comment faire les choses, comment tourner. Et puis, j'ai eu des exemples. Donc, j'ai tourné avec mon argent et ensuite, j'ai décidé que j'allais faire un film avec plusieurs personnes. Donc, nous étions 5, nous avons pris une voiture et voilà. Parce que c'était plus simple ainsi. On avait une caméra. Canon Mark II avec un outil de vidéo qui était un très bon... Mais les panoramiques, on n'arrivait pas très bien à les tourner parce que l'image était distordue, était tordue en quelque sorte. Mais en fait, avec l'éclairage, on a réussi aussi à l'organiser. Donc, on a eu un film pas mal. Pendant 10 mois, on avait très peu d'argent, donc on n'avait pas de salaire. Donc, on a dépensé pour le voyage, pour la nourriture, et tout le monde a presque travaillé pratiquement gratuitement. Donc, à 18 000 euros, et une fois que le film a été terminé, on a commencé à essayer de le distribuer, mais personne ne le voulait en Ukraine. Ensuite, il a été envoyé au Festival de Rotterdam. Et après cela, on a commencé à me connaître en Europe et en Ukraine. Et là, le prochain film, Nassarok, donc là,
j'ai déjà reçu de l'argent d'un fonds. C'était le premier fonds ukrainien. On m'a donné $1 million, un demi-million de dollars, pardon. Et puis ensuite, j'ai fait le pitching de ce projet. Et ça, ce petit film a été le départ pour un plus grand film. Et une fois que les préparatifs étaient achevés, on a commencé à faire des répétitions. Le casting d'abord et les répétitions. Et ensuite, il y a eu la révolution. Je suis évidemment participé à la révolution parce que de toute façon, on n'arrivait plus à financer la suite du film. Et après la révolution, on m'a arrêté, on m'a envoyé en prison. Et c'est pourquoi on n'a pas commencé vraiment à tourner ce film. Et voilà, alors on arrive au point, je pense, le plus important, le croisement où votre vie prend une toute autre direction. En 2012, vous montrez donc Gamer au Festival de Rotterdam. Vous faites aussi, pour le préparer d'ailleurs une année avant, des pitchings de coproduction dans différents festivals. Enfin, vous êtes un cinéaste, on va dire, entre guillemets, normal, comme nous autres, qui sillonnons les festivals et les forums de coproduction pour trouver des financements. Et puis, vous avez du succès en 2012 à Rotterdam, avec votre film, comme vous venez de le dire. Et puis, tout à coup, l'année qui suit, 2013, les événements de la place Maïdan, entre autres, le mouvement de contestation contre la Russie, qui commence à vouloir, qui se montre très menaçante envers l'Ukraine. Et puis là, votre vie change. Comment se passe ce point d'inflexion? Comment est-ce qu'à partir d'un moment, vous devenez, de cinéaste, vous devenez activiste? On l'a perdu. Не совсем точно. На Майдане мы не выступали против России. On n'a pas manifesté contre la Russie à Maïdan, parce qu'à l'époque, en Ukraine, on ne considérait pas, en Crimée, on ne considérait pas la Russie comme un ennemi. Mais la population voulait plutôt vivre en Europe, et on pensait que la Russie voulait aussi vivre à la façon européenne. Bon, et on s'est rendu compte tout à coup que la Russie n'était pas prête à lâcher l'Ukraine, et beaucoup d'Ukrainiens ont changé d'avis par rapport à la Russie. Jusqu'en 2014, la Russie, on était assez loyal par rapport à la Russie, on la considérait aussi comme un ami, mais après 2014, on considérait la Russie comme un ennemi. Donc, l'attitude a complètement changé. Et donc, c'était en fait, l'influence de la Russie était d'abord assez douce, mais ensuite, il y a eu les troupes, et donc, tout à coup, il y a eu la victoire de l'opposition, et dès que l'Ukraine avait déclaré qu'elle voulait se rapprocher de l'Union européenne, on a eu les troupes russes. Donc, nous voulions nous développer selon... Et la même chose au Kazakhstan. Lorsque le Kazakhstan a décidé de prendre la voie démocratique, tout de suite, il y a eu des troupes au Kazakhstan. Donc, et ça, c'était après 2014. Mais au moment lorsque la révolution a débuté, c'était juste un mouvement. On avait un président qui avait remporté les élections avec des fraudes électorales. Et donc, et puis, c'est des gens qui ont vraiment pillé le pays. Et il est parti en Europe. Il nous a promis qu'il allait prendre la voie européenne, mais en fait, il ne l'a pas fait. Et ensuite, il a dit il a promis qu'il ne signerait pas d'accord avec la Russie, mais finalement, il l'a quand même fait. Et cela a déclenché les protestations. Donc, ce mouvement a été très répandu. Les gens sont descendus dans la rue, ils ont manifesté. On ne veut pas la Russie, le Biélorussie. On a la démocratie chez nous. Et ça a été réprimé de façon très violente. Et là, il y avait 1 million de gens qui sont descendus dans la ronde. Et moi, j'étais parmi eux. Et donc, on a décidé qu'on n'allait pas supporter cela parce que le pouvoir... Dans la constitution ukrainienne, le pouvoir est au peuple. Donc, on délègue le pouvoir aux personnes élues. Et c'était le contraire. Finalement, nous avons vaincu. Donc, nous avons payé cela de la mort de plus de 100 personnes. Et ensuite, la Russie a envahi la Crimée, s'en est emparée.
a occupé le pays, a arrêté un certain nombre de gens, et environ 14 000 personnes ont péri. Et donc, c'est vraiment une guerre. Mais nous ne le regrettons pas, tout cela, parce que nous avons vraiment une vraie indépendance pour laquelle nous avons combattu, parce que rien n'est plus précieux que la liberté dans notre vie. Merci beaucoup, Oleg Sentsov, pour ces réponses et ces éclairages. Une question qui vient à l'esprit quand même, encore une fois pour les gens qui font du cinéma, mais pas seulement, c'est comment est-ce qu'à un moment donné, alors que les événements de la place Maïdan sont extrêmement violents, on se souvient de ces images terribles, des snipers qui tirent sur les manifestants, on risque sa vie quand on descend dans la rue. À ce moment-là, vous pourriez filmer, j'imagine que peut-être vous avez filmé, mais vous décidez pas seulement d'être un cinéaste, vous décidez de vous engager vraiment. J'ai aussi pu lire que vous avez participé à un groupe ou un collectif qui est allé nourrir les soldats ukrainiens qui étaient retranchés dans le Parlement. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais en tout cas, vous devenez aussi militant politique. À ce moment-là, vous ne vous posez même pas de questions. Vous dites c'est ça qu'il faut faire. Vous hésitez, vous avez peur. Comment se fait ce passage-là? J'aimerais préciser une chose. Je ne m'occupe pas d'activité politique. Je suis dans aucun parti. J'essaye de être aussi loin que possible des partis parce que même après la Révolution, après toutes ces années, je ne fais confiance à aucun parti. Mais on a simplement... Il y a différentes partis, mais l'élite est restée au pouvoir, qui était déjà là avant. Moi, je suis un citoyen actif et je suis pour la liberté et les citoyens ukrainiens. Et c'est très précis comme position. Et c'est pourquoi, à l'époque, je suis descendue dans la rue parce qu'il s'agissait du destin de mon pays. Parce que si tu ne réagis pas, et il n'y a pas que moi qui étais dans cette situation. La caste des cinéastes est quelque chose de très spécial. Et puis, il y a quand même... Tout le monde est descendu dans la rue. Les chauffeurs de bus, les gens simples, les businessmen, les étudiants, les grands-mères, les retraités, des simples ouvriers. Il y avait énormément de gens très, très différents qui sont descendus dans la rue. Il y avait tous les domaines de la société qui étaient représentés et tous les groupes sociaux imaginables. Donc c'était magnifique parce que c'était des gens qui sont arrivés, personne ne les arrêtait, ils payaient de leur propre denier le voyage ou pour venir sur la place. Et voilà, et je fais partie de ces gens-là. C'est comme être humain et comme citoyen de l'Ukraine que j'y étais. Et j'imagine que lorsque vous êtes arrêté en 2014, vous ne vous y attendiez pas du tout, ou est-ce que vous étiez préparé à cette éventualité? Et comment se passent les premiers jours qui suivent l'arrestation? Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Bien sûr, lorsque j'étais en Crimée, j'ai vu les troupes russes, donc il n'y avait pas encore le référendum, entre guillemets, qui était tout à fait illégal, parce que c'était une occupation de facto de la Russie. Je me suis rendu compte que je risquais énormément parce que j'étais quand même militant. J'organisais les manifestations quand c'était possible, même si la plupart d'entre nous étions des militants ukrainiens. Donc la police s'est tournée vers la police locale s'est tournée vers la Russie et la Russie était partout dans les rues, les soldats russes, les troupes russes étaient partout dans les rues. Et on a vu cette vidéo au cinéma, mais la première fois dans la vie, on a vu souvent à la télévision des gens qui sont emprisonnés, arrêtés, mais là, quand on t'arrête, toi, c'est vraiment un sentiment extrêmement désagréable. Et je me suis rendu compte que j'étais en danger à cause de ma position
opposition. On a aidé aussi des journalistes, militants et des militaires. On a essayé de sauver des gens. Il y avait des gens qui étaient disparus, qui avaient disparu et dont on n'avait plus de nouvelles. Donc, il y avait toujours ce travail de notre organisation. J'organisais les gens. Donc, il y avait beaucoup de choses à faire. Et beaucoup de choses sont liées avec l'état d'occupation militaire. Mais ils ne m'ont pas arrêté à cause de tout cela. Mais parce que c'était un groupe, il y avait un groupe de terroristes. Ils m'ont traité de terroriste pour montrer à la Russie à quel point les citoyens voulaient vivre paisiblement en Crimée et puis qu'il y avait des terroristes. Et les accusations sous la torture. J'ai renoncé à tout sous la torture et on m'a dit tu seras condamné à 20 ans parce que ce sera toi l'organisateur de tous ces soulèvements. Et j'ai quand même refusé. Bon, il n'y avait pas de preuves, sauf les témoignages de 2 autres personnes. Ils ont arrêté 4 personnes, 2 ont signé un accord et ensuite nous ont dénoncé moi et un autre. Ensuite, ils nous ont torturés, mais on a quand même hésité. Donc, même les gens qui m'ont accusé, les juges ne les ont pas écoutés. On m'a condamné de toute façon à 20 ans. Après l'arrestation, je me suis dit que c'est quelque chose de très sérieux, que c'est vraiment, j'ai affaire au FSB. Et là, bon, j'étais relativement calme parce que j'avais passé 3 mois à Maïdan à combattre. J'ai vu comment les gens mouraient pour leurs convictions et donc j'avais plus peur. Je me suis dit, voilà, c'est mon destin. Mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas votre parcours dans les détails, j'aimerais juste préciser qu'effectivement, votre arrestation tourne rapidement au cauchemar, parce que vous êtes vous-même brutalisé, frappé, torturé. On vous met la tête dans un sac, vous pensez étouffer, vous perdez connaissance, mais vous ne parlez jamais. On vous menace de viol aussi. Et vos collègues sont, eux, arrêtés aussi, torturés. Et effectivement, sur la base de 2 faux témoignages, en tout cas arrachés sous la torture, vous êtes justement jugés. Et quand on voit le documentaire qui vous est consacré, il y a des scènes absolument stupéfiantes où vous apparaissez d'un calme olympien, alors que le pire est sans doute à venir. Encore une fois, j'aimerais vous poser la question, est-ce qu'à ce moment-là, vous ne doutez jamais, ou est-ce que vous allez chercher cette force qui vous laisse apparaître si calme et si serein, comme si finalement l'histoire allait être du côté de la justice et que la justice allait finir par vaincre? Est-ce que vous en êtes déjà sûr à ce moment-là? Moi, je ne connais pas la réponse, je ne sais pas pourquoi je suis ainsi, mais les gens sont différents. Et parfois, tout à coup, les gens se comportent d'une façon ou d'une autre et on ne sait pas pourquoi et on ne sait pas comment on va réagir jusqu'à ce qu'on soit dans la situation, dans la prison. La même chose, il y avait des gens qui pensaient qu'ils étaient très forts, mais en fait, ils étaient faibles. Et des gens qui pensaient qu'ils étaient honnêtes, en fait, c'était des menteurs. Et des gens qui pensaient vivre correctement, la situation est difficile et ça révèle l'être humain tel qu'il est. Et dans la société, souvent, la personne imagine une histoire sur elle-même en pensant, voilà, je suis quelqu'un de bien. Et puis, comment les gens vivent avec des masques sociaux. Et puis, en prison, on est nu psychologiquement. C'est un révélateur. Et puis, c'est pas seulement de torture qu'il s'agit, c'est comment survivre à cela, des années de prison.
avec une atmosphère токсичная, которая très разъедает toxique, души и тела, как qui бы, да, и не écrase, может этого qui этого выдержать. tord Люди les просто, я âmes. видел, опять J'ai же, vu очень des много разных gens историй, как бы, да, qui avaient des как histoires люди très différentes au cours de ces портятся. 5 ans. Тюрьма никого Et не comment les gens делает лучше, s'abîment en тюрьма людей prison. портит, по крайней мере, в Украине, в La prison России. abîme les Люди gens, такие, не surtout знаю, в en Швейцарии, Ukraine может быть, et лучше, en, что в этом plане en лучше. Russie, parce que peut-être que Но chez это vous, en Suisse, c'est mieux dans les prisons, очень mais chez тяжело. nous, c'est très, très, très difficile. Justement, dans le documentaire extrêmement intéressant qui vous est consacré, il y a une scène très poignante où vous arrivez à téléphoner, vous avez droit à quelques coups de téléphone parfois, et là vous arrivez à téléphoner à votre mère qui à ce moment-là garde vos 2 enfants qui sont des jeunes enfants à ce moment-là, qui ont entre 10 et 14 ans, et votre fille pleure au téléphone, votre mère lui dit de ne pas pleurer parce qu'elle doit être forte, parce qu'il ne faut pas vous rendre triste. Et vous arrivez à poser des questions, celles d'un père tout à fait normal. Quel cours tu as fait? Est-ce que tu as fait ta pièce de théâtre? Est-ce que tu continues à faire tes poèmes, enfin, etc. C'est très très beau. Et est-ce qu'à ce moment-là, c'est l'idée que vous allez faire un nouveau film, le film que vous avez préparé en prison? Est-ce que c'est cette idée-là qui vous tient debout? Это никак не связано ни с фильмом, Non, ça n'a rien à voir avec le film «Удержанием на плаву». Я ou всегда bien знал, sur что mes я convictions. прав, я знал, что Je Украина savais que j'avais права, raison, je и savais que не сомневался в l'Ukraine том, avait raison что et je n'avais aucun мы doute победим, и я смогу quant au fait que победить nous ситуацию. allions Поэтому у меня было никогда, я не vaincre. сомневался в Je этом. n'ai jamais eu Это aucun касаемо, doute. почему я не Et, сломался. et je pense que c'est la raison qui fait que je ne me Касаемо suis pas, фильма que je n'ai pas été brisée. «Номера», вы имеете в виду его? «Номера»? Donc le film Numbers, c'était ça votre question? Oui, c'était sur le film Numbers. Да, я хотел задать Voilà, вопрос. parce que, pour encore une Да. fois, celles et ceux qui nous Да. écoutent, Фильм c'est là que «Номера» vous- — это пьеса есть. Numbers, «Номера» c'est une pièce. написана в Ça a été 2011 году, en, за 3 en года до Майдана. 2012, Она не donc написана в 3 фильме. ans avant До Maïdan. Je l'avais Майдана écrit за 3 года. avant d'être en У prison. меня много было C'était une pièce, donc киноидей. j'avais beaucoup d'idées Сейчас у меня 5 cinématographiques сценариев есть, которые я хочу et написать j'avais des во время scénarios до тюрьмы, во время que тюрьмы. j'avais écrits avant la prison et j'en ai 6 livres, 5 scènes déjà. J'avais 5 scénarios, donc Это всё voilà. мои книги, Voilà les livres написанные на украинском языке. qui sont écrits en ukrainien На et des traductions en français aussi. Видно? Voilà, est-ce qu'on voit? Oui, on voit bien, oui. Voilà, ça a été Как раз traduit. я на съемке Гамера нахожусь. Là, На je съемке suis, Гамера, это вот je suis dans, Безумно donc je suis au tournage это de я, Gamer, съемок Гамера. de Gamer. Je suis au tournage de Gamer là. Cette photo a été prise à ce moment-là. Моя основная деятельность — литература Donc, и кино. mon activité principale, c'est la littérature et le cinéma. Mais j'avais l'idée que ce matériel que j'avais réuni avait besoin d'une forme plus théâtrale. Сумасшедших биатлонистов, которые живут Ne sais pas, ces espèces de fous qui vivent, ces personnages bizarres qui communiquent dans ce pays bizarre. Puis je me suis dit, mais c'est complètement stupide, personne ne va s'y intéresser. Mais c'est quelque chose qui me restait tout le temps, qui tournait dans ma tête. Et puis je me suis dit, bon voilà, je vais écrire là-dessus, puisque moi, la création, c'est quelque chose qui vraiment t'habite et ne te laisse pas tranquille. Parce que ça t'empêche de vivre, parce que tu es toujours en train d'y penser et ça tourne tout le temps dans ta tête. Donc j'ai pris très rapidement cette pièce en une semaine et tout ça très vite, ça s'est présenté. Et ensuite j'avais ça, depuis un moment je voulais monter ça au théâtre et puis ensuite je n'avais pas la possibilité de le faire et j'attendais mon heure. Et finalement, en prison, mes amis ont dit, mais comment est-ce qu'on peut t'aider? Est-ce que tu veux qu'on publie des livres ou qu'est-ce qu'on peut encore faire? Scénario, mais j'ai envie de le filmer moi-même, le scénario. J'ai dit, voilà, j'ai une pièce
Vous pouvez la monter au théâtre. D'accord, on va la monter au théâtre. Ils ont fait ils l'ont montée une fois, puis ensuite ils se sont dit, ben voyons, faisons une version vidéo de ce spectacle. Et ensuite, cette version vidéo s'est transformée en mise en scène cinématographique. Et donc, je donnais mes instructions depuis la prison. C'était plutôt un projet social qui visait à m'apporter du soutien qu'un projet artistique. Et moi, ça m'occupait, et puis on parlait de moi, donc c'était quelque chose, le fil. Et ainsi, cette idée est née. J'ai fait les préparatifs par le biais des lettres que j'écrivais. Ensuite, on m'a interdit de téléphoner, donc je ne pouvais plus. Donc, on m'a envoyé des esquisses, des photos, je faisais mes commentaires, je les renvoyais. Ça durait longtemps, mais c'était la seule possibilité de le faire, parce qu'on ne me permettait rien d'autre, aucun autre moyen de communication. Et j'ai insisté sur le fait qu'on filme ces scènes de façon théâtrale, parce que ce n'était pas un film à proprement parler. Et vous avez dit que c'était une pièce de théâtre que vous aviez donc écrit, je crois, en 2011, donc bien avant d'entrer en prison. Et lorsque vous êtes en prison, cette pièce de théâtre, Numbers, que vous imaginez devenir film, vous n'avez pas le script, vous n'avez pas le texte sous les yeux, et vous avez dit que vous l'aviez tellement en tête que vous n'aviez pas besoin de l'avoir écrite. Ça, je trouve ça absolument très, très intéressant. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous n'aviez pas la pièce avec vous et qu'elle n'était que dans votre tête? Moi, certaines choses sont très importantes. Et puis, j'ai une très bonne mémoire. Je peux filmer les scénarios. Chacun des 5 scénarios que j'ai écrits, je peux le filmer à n'importe quel moment parce que j'ai une très bonne mémoire. Et lorsque vous décidez d'en faire un film, je crois qu'assez rapidement, vous apparaît la nécessité d'avoir un pendant sur le plateau, quelqu'un qui va devenir d'ailleurs co-réalisateur du film, et vous lui transmettez toutes les indications. Comment se passe cette collaboration? Vous n'arrivez pas à lui parler, c'est que par lettres? Non, tout s'est fait par écrit. Lorsqu'on a pris la décision de faire cette mise en scène cinématographique, j'avais l'espoir que les amis m'attendent et que je filmerais moi-même. Puis ensuite, tout ça, ça a duré 6 mois de préparatifs. Et bien sûr, peut-être qu'ils se sont dit, voilà, peut-être qu'on va me libérer, puis que je pourrais le faire moi-même. En 2017-2018, on m'a attendu et lorsqu'on a compris que voilà, on ne va pas me libérer au cours des prochains mois et que le travail cinématographique doit faire différent, donc moi je ne peux pas tourner par écrit. Donc, on a cherché un metteur en scène que je connais. Ce n'était pas un de mes amis proches, mais nous étions en relation déjà. Nous connaissions de la Crimée et nous travaillons dans le domaine du cinéma. Et il m'a beaucoup soutenu lorsque j'ai été arrêtée. Il a une formation d'homme de théâtre. Il comprend comment diriger des acteurs. Il tourne des films. Et lui, c'est un très bon acteur également. Et c'est un réalisateur qui a l'habitude de travailler au théâtre. Et j'ai compris que ce matériau, lui, serait très proche. Et puis il m'a dit oui. Il a lu le scénario et puis il m'a donné son point de vue qui correspondait au mien. Et ensuite, nous avons échangé du courrier. On s'est peut-être écrit environ une dizaine de lettres parce que le matériel était déjà prêt. Je lui ai expliqué quel monde il devait créer, puis je lui ai expliqué que j'essayais de lui faire comprendre ce que je voulais, moi. Donc, c'est une coproduction, et c'est pourquoi je l'ai mis comme co-auteur, parce qu'il essayait de comprendre ce que moi je voulais. Mais bien sûr qu'il a fait des choses aussi à sa façon.
может быть, внешне он был такой же бы. Si j'avais tourné moi, peut-être que le film serait à peu près identique, mais certains accents seraient différents. Il a fait une histoire plutôt tragique, lui, alors que moi, je fais quelque chose de plutôt ironique, enfin drôle, avec plein d'humour. Donc, en fait, le côté sérieux doit être recouvert par une couche de légèreté. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que votre film Numbers, qui est une pièce de théâtre à la base, est bien plus qu'une pièce filmée. C'est un film de cinéma qui prend en compte une pièce de théâtre, mais avec un dispositif filmique quand même très précis. Je dirais un peu à la manière de Dogville, de Lars von Trier, c'est-à-dire qu'il y a des déplacements dans un espace réduit, tout ça doit être pensé, tout ça doit être au cordeau, comme on dit, extrêmement précis. Et puis, il y a un paradoxe, c'est que être réalisateur, c'est quand même l'art du contrôle. Presque tous les réalisateurs sont un peu des control freaks par excellence. Par essence, pardon, est-ce que vous-même, à ce moment-là, c'est pas compliqué de vouloir à tout prix faire un film et puis de laisser quelqu'un d'autre s'en emparer et, comme vous l'avez dit, peut-être faire les choses un peu différemment? Ну, нет. Non, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un scénario que j'ai écrit avant. Bon, maintenant, j'ai 5 scénarios et je les donnerai à personne. C'est pas parce que je ne veux pas ou ça me fait pitié. C'est simplement parce qu'ils ne seront pas fait la même chose. Bon, donc quand on a été éduqué dans une autre famille, on est différent. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Donc, on commence d'une certaine façon lorsqu'on est dans l'enfance et après, on a une formation en tant que réalisateur. Donc, moi, je ne donnerai à personne mes scénarios, je les tournerai moi-même. Mais Numbers, moi, j'avais soit le choix de ne rien faire ou de faire quelque chose. Donc, au début, j'ai expliqué qu'on voulait juste faire une pièce de mise en scène théâtrale. Et c'est peu à peu que cette idée est apparue d'en faire un film. Mais au départ, ce n'était pas ça du tout. On voulait faire un spectacle théâtral. Mais peu à peu, on a d'abord décidé de faire une vidéo du spectacle et ensuite de faire un film. Donc, c'est quelque chose, après, il faut lâcher prise. Et puis moi, je suis tout à fait calme par rapport à ça. Moi, je n'ai aucun regret. Bien, écoute, le résultat, bien sûr, en vaut plus que la peine. J'appelle d'ailleurs celles et ceux qui nous regardent à visionner le film, je crois, qui est accessible via la plateforme du festival, le FIFDH, parce que c'est un film Numbers qui a été sélectionné ici au festival. Encore une question sur ce film. Comment est-ce qu'on dirige des comédiens par procuration? Même si votre collègue et co-réalisateur est sur le plateau, est-ce que vous étiez amené, parce que vous ne pouviez pas voir le résultat, voilà, est-ce qu'on vous envoyait des prises? Est-ce que vous pouviez savoir un peu comment est-ce que ça allait être interprété? Ou est-ce que là, c'est le lâcher-prise absolu et total? Non, pas tout à fait. C'est pas tout à fait ça. Donc, pendant la période de préparatif, ayant participé mon assistant de casting qui sait ce que je veux et qui travaille et qui sait ce que je veux. Et le deuxième réalisateur qui a tourné avec moi des courts-métrages, Gamer, etc., et qui me connaît très, très bien. Les deux, là, mes assistants, ils ont donné pas des conseils à Actiem, mais ils lui ont expliqué quelle est l'orientation que ça devait prendre. Et ils m'ont envoyé des photos des acteurs et leurs descriptions. J'ai toujours décrit les personnages. Et puis, ils ont travaillé avec les échanges qu'on a eus, avec mes descriptions, mes descriptifs de ces acteurs, et ils ont fait des répétitions ainsi, et ils m'ont écrit
les résultats des répétitions, pour m'expliquer comment les gens se sont comportés. Et grâce à cela, j'arrivais à construire la position d'un acteur, le positionnement. Donc, j'ai réussi à déterminer comment chacun des acteurs doit se comporter. Actem a pris ceux trouvés par mes assistants. Je n'étais pas sur le tournage, mais j'ai fait en sorte que tous les acteurs soient comme je le souhaite. Très bien, merci beaucoup, Len Sentsov. Pour revenir à une situation un peu plus normale, donc vous êtes aujourd'hui libéré, vous êtes un cinéaste libre. Vous aviez un projet de film dont vous nous avez parlé avant, Rhino, qui était le projet que vous aviez avant d'être incarcéré en 2014. Qu'en est-il de ce projet actuellement? Est-ce qu'il est en cours de financement? Est-ce que vous allez le tourner bientôt? Tout très bien. Quand je suis sortie, j'ai dit que je voulais faire des cinémas. Donc, il y avait des questions d'organisation, de technique. Et nous avons résolu ces questions. Ensuite, j'ai encore une fois participé à une compétition. J'ai trouvé d'autres partenaires à l'étranger, en Pologne, et des partenaires allemands, Heiner Derek, qui a travaillé en Ukraine. Et j'ai trouvé aussi Denis Uvalov, aussi des partenaires ukrainiens. Et nous avons commencé les préparatifs en été. Et au début des années 20, nous avons tourné. Et ensuite, nous étions dans une ville ukrainienne, très industrielle, Kryvyi Rog. Et ensuite, nous avons tourné et nous étions déjà au montage. Et au montage, nous avons constaté un certain nombre de problèmes. Et la semaine dernière, on a fait encore un post-tournage. Et maintenant, nous sommes dans la post-production. Et à la fin de cette émission, j'irai avec l'ingénieur son pour discuter de certaines questions concernant le son. Et dans 2 jours, je vais aller au montage et nous allons terminer le montage cinématographique. Donc, très, très vite, ce film va sortir. Très bien. Voilà une bonne nouvelle, Oleg. Merci beaucoup. On sait qu'il y a une nouvelle vague de jeunes cinéastes ukrainiennes. Est-ce que des noms comme Valentin Vassianovitch, Marina Vrodan, Nariman Aliev, que vous connaissez certainement, dans quelle mesure est-ce qu'on peut imaginer que votre emprisonnement, votre libération ensuite, votre force, votre courage ait pu d'une certaine manière donner un essor à cette génération, peut-être jeter la lumière sur le jeune cinéma ukrainien? Je dirais, sur ce point, donc non, un petit peu, pas beaucoup, mais dans l'ensemble, non. Parce que la situation, l'Ukraine est un grand pays avec beaucoup de gens. Il y a toujours eu beaucoup de créateurs. Même à l'époque soviétique, le cinéma ukrainien était très fort. Il y avait la film Dovzhenko, Parajanov également, qui travaillait en Ukraine, etc. Donc, Bykov aussi. Donc, il y avait toujours eu un cinéma ukrainien. Mais c'était soviétique. Dans les années 90, il est presque mort, mais il n'a pas encore été ressuscité. Mais il a commencé à s'animer peu à peu. Donc, il y avait plus d'argent ailleurs, mais en Ukraine, il y avait peu d'argent et le monde était très corrompu. Dans les années 90, pendant la période de Yanukovych, certaines choses se sont produites, des choses assez positives. Et tout à coup, ont apparu des cinéastes indépendants ukrainiens avec des pitchings, avec un fonds de cinéma qui a été créé. Donc, on a eu de l'argent. Et là, on pouvait...
Donc, c'était le 2e ou 3e pitch examiné par ce fonds, et moi, j'ai gagné, donc en 2012. Et moi, qui venais tout à fait de la rue, qui venais avec des moyens très bon marché, etc., et ils ont compris que ce n'était pas un grand film, puisque c'était un début très modeste. Mais du coup, j'ai gagné, sans soutien. Je n'avais pas de producteur, j'ai tout écrit moi-même, j'ai tout fait moi-même, je suis arrivé moi-même en tant qu'individu, j'ai financé avec quelques dollars, et puis j'avais quelques films, une dizaine de films qui étaient financés par année. Ensuite, ça c'était le début. Ensuite, deuxièmement, lorsque je suis allé avec Gamer en 2012 et que j'ai voyagé à travers l'Europe dans différents festivals, mon Dieu, Ukraine, mais comment, il y avait du cinéma en Ukraine? Donc, on a commencé à entendre parler de ce cinéma ukrainien. Et donc lorsque je suis sorti de prison, les films ukrainiens arrivent dans les festivals et ils ont attiré l'attention. Donc, au festival de Venise, donc certains films ont remporté de bons prix. Ou bien à Sundance aussi, dans le festival de Sundance. Ou bien il y a certains films qui ont aussi allé à Cannes. Donc, le cinéma ukrainien a un peu grandi et grâce à ce soutien financier, et maintenant, ça fonctionne. Et donc, ce système de soutien permet de gagner un peu d'argent. Et donc, le cinéma, c'est animé. Moi, je suis mais je ne suis pas le principal. Qui a réussi à être indépendant et qui, en quelque sorte, fait un petit peu avancer les choses. Avec Valentin Vassilyevitch, on a le Slave Spitsky. Vasikovic. Il y a un film cinéma excellent qui a reçu un prix à Locarno. Donc, ils ont reçu le prix de la meilleure mise en scène. Et d'autres. Marina Broda, qui a aussi reçu un prix pour son court-métrage. Donc, il y a beaucoup de réalisateurs jeunes. Et je pense que là, ce sont des gens très prometteurs. Comment est-ce que vous voyez le développement justement de ce cinéma ukrainien dans un avenir proche, compte tenu de la situation en Ukraine, la situation politique? En ce moment, c'est de nouveau assez tendu dans le Donbass. On parle même d'une guerre qui pourrait reprendre. Est-ce que le cinéma ukrainien va devoir infiniment porter cette croix d'être un cinéma rattaché à une situation de conflit? Est-ce qu'il va pouvoir se défaire? Comment rendre finalement la situation politique soluble dans ce cinéma? Comment en faire une force? Je ne sais pas ce qui va m'arriver, ce qui va arriver au pays. Personne ne connaît son avenir. Donc, peut-être que les choses peuvent changer. La situation va peut-être changer si Poutine s'en va. Mais j'ai aucune attente. Je vis maintenant et je fais ce que je peux faire maintenant. Je travaille sur Rhino et nous avons encore 2 autres projets sur lesquels nous travaillons depuis les années qui sont prévus pour 22. Donc, si je tournais des films sur des sujets politiques, sur Maïdan, le Donbass et sur la prison, c'est quelque chose qui est très demandé, mais est nécessaire et qui correspond à la conjoncture actuelle. Mais j'aimerais pas faire la différence entre mon monde intérieur et ce que je vis à l'extérieur. Donc, je vais pas tourner de films sur la prison, sur Maïdan, parce que ça, c'est des sujets qui sont encore trop douloureux. Mais peut-être qu'une fois, ce sera le cas. On va voir. En tout cas, le cinéma va se développer et la situation va également évoluer.
Et je vois ça dans les festivals, comme le cinéma est en train d'évoluer et qu'il y a beaucoup de bons films dans le festival. Merci beaucoup, Oleg. On arrive bientôt à terme de cette rencontre. On a une question d'un jeune cinéaste, Arthur, qui dit qu'il a tourné un court-métrage en Ukraine et qu'actuellement, avec ses collègues, ils sont en post-production et qu'il vous demande conseil comment faire pour rendre un film de 2 jeunes réalisateurs étrangers accessible en Ukraine. Quelles sont les possibilités de diffusion d'un tel film? Y a-t-il des réseaux de distribution, en fait, pour des courts-métrages? Сконтактируйте этого человека Contactez cette personne моим ассистентом, который avec, mettez-le en contact avec mon assistant я сконтактирую его et ensuite moi je prendrai contact avec lui прокатом, продвижением как et puis je lui mettrai en contact avec des gens qui s'occupent de distribution des films. деньги. У нас Nous n'avons pas beaucoup d'argent, mais фестивале украинском в общем il y a des festivals ukrainiens à Pouille et bien sûr que là il y a des possibilités состыковать с нужными. et je peux le mettre en contact avec des gens. Bien, merci beaucoup. Je suis sûr que Arthur va apprécier cette proposition et va en profiter. Une dernière question. Только если кино хорошее, если кино плохое, его не возьмут, поэтому месье Артур, Donc, если кино ваше будет плохое, я не гарантирую вашего успеха. je ne peux pas garantir votre succès, Arthur, mais je peux vous aider à parler avec les gens qu'il vous faut. Très bien. Bien, merci pour Arthur. Une dernière question. Vous êtes non seulement cinéaste, mais vous êtes aussi aujourd'hui président du jury de la compétition documentaire au FIFDH. Vous avez donc 2 casquettes. Comment se passe jusqu'à présent? Est-ce que vous avez déjà commencé à visionner les films? Est-ce que vous êtes content de cette activité? Да, я посмотрел уже 3 фильма. J'ai regardé déjà 3 films sur 8. Остался 5, потому что у меня не было времени. Я J'avais pas снимал, le я снимал temps. Je свой suis en фильм. train de tourner mes propres films. Очень трудно. Et donc, c'était un tournage assez difficile. C'est pourquoi c'est mes premières journées de libre. Et là, je vais regarder les autres films pour prendre des décisions, puisque nous avons une séance avec le jury. Я несколько раз уже участвовал в жюри. Короткометражные фильмы, либо документальные. Мне это Moi, нравится. j'aime bien les films documentaires ou les films, les courts-métrages. Moi, j'aime le cinéma. Документальное кино. И моё Moi, j'aime le film documentaire. Гамера, он очень близко к документалистике. потому Et что я mes films sont assez proches de films documentaires. как бы réalisme. Et donc, parce qu'il y a un certain réalisme, bien sûr, au cinéma, c'est ce qui est important. Donc, un film documentaire est assez proche de ce que j'aime faire, parce que c'est quelque chose d'authentique et de vivant. Lorsque je vois un film de fiction sur scène et qu'on a mis en scène une scène, et puis que ça me donne une impression de mensonge, de fausseté. В моих глазах опускаться. Я люблю Donc, честное. moi, j'aime bien le film sincère, le cinéma sincère. Et lorsqu'il y a un documentaire, il y a beaucoup moins de manipulation et de mise en scène. Et moi, ce qui me désespère aussi, ce qui me déprime, c'est quand on a 2-3 heures de films de fiction. Moi, je pense qu'un film documentaire ne doit pas durer si longtemps, ça ne peut pas tenir. Mais ça, c'est mon point de vue personnel. Bon, eh bien, merci beaucoup, Oleg Sentsov. On vous souhaite bonne chance pour la suite de vos visionnements au sein du jury, pour la suite de votre carrière, bien évidemment. Et puis, je tiens, au nom du département de cinéma de La Haye, Genève, et surtout aussi du FIFDH, à vous remercier infiniment pour votre disponibilité, votre sincérité, et voilà, et tout le plaisir qu'on a eu à avoir cette conversation ensemble. Спасибо большое, да, мне было тоже радостно, как бы, все за вашу работу, за ваш фестиваль. Merci. За вашу работу. Je vous remercie de votre travail et de votre organisation. Moi, j'apprécie beaucoup votre travail en tant que cinéaste. J'ai été en Suisse une fois, à Davos. C'était au Forum économique. C'était un travail différent. Mais maintenant, avec la Covid, tout est différent. Mais j'espère que je reviendrai une fois en Suisse, parce que ça fait très longtemps que je voulais venir en Suisse. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et on pourra se voir en vrai. Voilà. Merci, au revoir.